bienvenue à la toute première rencontre Epsilon. Epsilon, comme vous le savez, l'association des étudiants et étudiants en psychologie éducation, psychologie du travail et logopédie. Et c'est donc la toute première fois que nous organisons une conférence débat. Et c'est aussi la toute première fois que nous collaborons avec EPSIL, qui est l'association des étudiantes et étudiants en psychologie de l'Université de Lausanne, qui a une longue expérience dans l'organisation de ce genre d'événements et qui est représentée ce soir par Florent Blanc, qui est ici présent et que nous remercions chaleureusement pour son soutien tout au long de l'organisation. L'idée de cette conférence débat est justement d'ouvrir un espace de parole et de réflexion autour d'une thématique d'actualité. Votre participation active est donc fortement recommandée pour que les débats soient alimentés par différents points de vue et perspectives. Quant au plan de cette conférence, après une petite présentation d'une application révolutionnaire par Roselyne, nous écouterons 3 interventions de 15 minutes chacune sur différents aspects de la thématique du genre et des pratiques langagières. Ensuite, le médiateur posera quelques questions pour lancer un peu le débat. Et puis, vous serez invités à poser toutes vos questions et vous exprimer sur le sujet et les différentes interventions. Alors voilà, je vais laisser la parole à Jonas Follonier, qui sera le médiateur de cette rencontre. Étudiant en philosophie et en littérature française à l'université de Neuchâtel, Jonas est également impliqué dans la communication publique. Il a fondé le journal Le Regard Libre en 2014, journal qui est devenu indépendant et qui s'est agrandi. Passionné de la chanson française et de débat d'idées, Jonas est un auteur-compositeur et dirige également depuis cette année la web radio Neuchbox, basée à Neuchâtel. Donc voilà, nous te remercions vivement pour ta présence ici. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, merci à vous de me faire confiance ce soir pour modérer ce débat. Je suis très heureux d'être ici. Donc, bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt devrais-je dire bonsoir tout le monde, comme nous allons le voir peut-être avec vous. Donc, c'est à moi maintenant de présenter les personnes qui sont les stars de ce soir, puisqu'on a 3 personnes vraiment de qualité. Tout d'abord, Thérèse Moreau, qui est ici à ma droite, ou à votre gauche. Donc, qui est écrivaine et spécialiste du langage épicène. C'est pour ça qu'elle est présente ce soir. Mais j'aimerais aussi mentionner ses autres fonctions, ses autres activités dans le monde associatif notamment. Donc, Thérèse Moreau est responsable de cours de rédaction non sexiste pour les fonctionnaires de Neuchâtel, Genève et Vaud. Elle est également membre fondatrice des Femmes de la Palude, un groupe de ressortissants d'ex-Yougoslavie refusant la violence et le partage ethnique, et membre également de l'association Femmes, Féminisme et Recherche. Donc, pour ce qui est de sa formation, elle s'est formée à l'école Johns Hopkins Graduate School, où elle a réalisé sa maîtrise, et je mentionne quand même son directeur de mémoire qui était Jacques Derrida. Donc, en tant qu'étudiant en philosophie, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Donc, Jacques Derrida, qui est vraiment un grand philosophe français du XXe siècle. Et ensuite, elle a effectué donc son doctorat dans la même école, avant de finir par un 3e cycle à Clermont-Ferrand 2. Pour ce qui est de ses domaines de recherche, donc Madame Moreau s'intéresse particulièrement à la femme chez Jules Michelet, un historien donc français du 19e siècle. Elle s'intéresse également au langage épicène, bien sûr, ce sera le thème de ce soir, et à la non-neutralité du langage. Et je vais citer aussi quelques ouvrages qui ont fait autorité. Donc, par exemple, son dictionnaire féminin-masculin des professions, titres et fonctions électives qu'elle nous présente ce soir. C'est un tout petit dictionnaire très connu en fait dans cette thématique. Mais elle écrit également des romans. Je citerai par exemple Amanda ou Ce fruit maudit de vos entrailles. Également des œuvres de critique. Le langage n'est pas neutre, un titre très explicite sur son engagement. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Je suis très contente d'être ici. Pascal Guigax, ensuite, qui est là-bas, qui est actuellement chargé de cours à l'Université de Fribourg en psychologie du langage, dans le département d'anglais. Il est également lecteur au département de psychologie dans cette même université. Et il a une haute formation, si je puis dire, vraiment. Donc une maîtrise en sport appliqué et en psychologie du sport à l'université de Liverpool en Angleterre, avant de faire son doctorat en psycholinguistique expérimentale à l'université de Sussex, aussi dans le monde anglo-saxon. D'ailleurs, je précise que dans les flyers, une petite erreur s'est glissée. On ne nous a pas présenté comme psycholinguiste expérimental, mais c'est bien le cas.
Et donc ensuite, vous avez fait votre thèse d'habilitation à l'Université de Fribourg sur la représentation des sexes dans le langage. Pour ce qui est de vos domaines de recherche, donc justement cette représentation des sexes vous tient beaucoup à cœur, mais aussi l'inférence émotionnelle, la cognition sociale ou encore la psycholinguistique expérimentale, comme je l'ai déjà dit, de manière générale. Alors, ces publications sont très nombreuses, mais je vais en citer juste quelques-unes. Monsieur Gygax a notamment contribué à un article sur les stéréotypes de genre dans les noms de fonctions en 2008, dans une revue de psychologie suisse. Il a également publié un chapitre sur les genres et le sexisme linguistique en 2016, c'est tout récent. Et ce chapitre, contenu dans le livre Advances in Intergroup Communication, lui a valu le prix genre de l'Université de Fribourg 2016. Donc, un intervenant donc de renom pour ce soir qui est vraiment en plein dans la thématique, comme les deux autres intervenants d'ailleurs, et nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté l'invitation des psychologues. Merci. Pour finir, donc, Madame Valérie Perrin, qui est au centre des trois intervenants. Valérie Perrin est secrétaire au syndicat suisse des masses médias, le SSM. Elle touche donc au monde du journalisme. Elle a effectué sa licence en sociologie et en anthropologie à l'université de Lausanne et elle a également réalisé sa maîtrise en sociologie du travail dans la même université avant de suivre des cours en formation continue, le programme Movendo de l'Institut de formation des syndicats. Pour ce qui est son domaine d'intérêt, son principal domaine d'intérêt est la problématique des inégalités hommes-femmes. Elles sont même nombreuses, ces problématiques, alors je vais les mettre au pluriel. Et elle va aussi nous en parler, surtout dans le cadre des médias, notamment en Suisse, ce soir. Elle a donc publié, en collaboration avec Syndicom et Impressum, les deux autres syndicats journalistiques de Suisse, un petit guide de rédaction non sexiste à l'attention des journalistes. Alors, merci d'être présente ce soir également. Donc, je vais donc directement passer la parole à Thérèse Moreau qui va nous parler du langage épicène et du dictionnaire qu'elle vous a présenté avant. Oui, je ferai qu'une petite excursion avant dans le temps. Donc, à chaque fois que je parle, il y a toujours une personne dans l'Assemblée pour me demander si la parité linguistique est vraiment porteuse de changements sociaux, s'il n'y a pas des choses plus importantes que la parité linguistique, pourquoi est-ce que je ne m'intéresse pas aux mutilations sexuelles, à la différence de traitement, etc. Alors, et souvent on me dit aussi que mon insistance sur le langage épicène est une lubie au mieux de bas bleu, ce que je suis certainement, ou de féministe hargneuse, ce que je ne suis pas. Par contre, je pense que toutes ces personnes qui me disent ça ne connaissent pas bien l'histoire de la langue, parce que c'est penser que ni la syntaxe ni la grammaire n'ont d'histoire. Or, si vous regardez, elle évolue de siècle en siècle. Pensez aux expressions. Par exemple, on dit d'une femme « elle est tombée enceinte ». Mais on dit d'un homme « il lui a fait un enfant ». Vous voyez bien qu'il y a une différence là qui montre aussi comment on perçoit les hommes et les femmes. D'autre part, chaque époque a ses propres règles et si vous regardez le dictionnaire du Littré, grand dictionnaire, le Littré qui fut l'un des premiers dictionnaires de 1883, et vous cherchez étudiant. À la rubrique étudiant, vous lirez ça. Particulièrement celui qui étudie dans une université et en France une faculté. Exemple, il y a peu d'étudiants dans ce cours. Au féminin, étudiante, dans une espèce d'argot, grisette du quartier latin. Une grisette est une personne qui coud, c'est une petite main, on appelle ça comme ça maintenant, et on appelait les grisettes étudiantes les maîtresses des étudiants. De même, pendant longtemps, on a dit des femmes qui entraient dans l'université au 19e siècle, elles sont rentrées très tard, aussi, fin 19e, on disait ce sont des étudiants femmes.
Alors, comme on dit en anglais, you've come a long way, baby. Je ne citerai pas d'exemples antisémites, racistes, esclavagistes, homophobes. Je pense que vous allez tous en trouver. Et donc, chaque époque donne quelque chose. Aussi, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de la langue parce que si on regardait le Moyen-Âge, et je vous conseille, c'est une des choses que vous n'avez pas dites moi, mais je suis très très branchée Moyen-Âge. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est comme on ne lit plus l'ancien français, les livres sont traduits en français moderne. Et une chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on s'aperçoit que les traductions font quasiment du mot à mot et qu'à ce moment-là, vous trouvez tout un tas de caractéristiques que je vais vous offrir. Donc, à la limite, je ne suis pas avant-gardiste, pas réactionnaire non plus, mais on pourrait dire conservatrice. Au Moyen-Âge, il fallait que le monde soit lu par tout le monde. Dieu avait créé le monde, Dieu avait créé l'homme et la femme, et je le dis volontairement dans ce sens-là, hein, l'homme étant au Moyen-Âge supérieur à la femme. Mais tout devait s'adresser aux deux. Donc, vous trouviez des noms de métiers au féminin comme au masculin, des baronnes, des fileuses, des sculptrices, etc. Vous trouveriez des guerrières et des générales, la plus célèbre étant Jeanne d'Arc. Mais vous trouviez aussi des régentes comme la mère de Saint-Louis, Blanche de Castille, qui régna beaucoup plus longtemps que son fils. Hein. On employait aussi des doublés. Alors là, je vais lire parce que je veux vous donner les exemples même d'un livre qui s'appelle Le Ménagier de Paris, qui date de 1393. Le Ménagier, c'est un livre écrit par un bourgeois de Paris pour sa femme et qui explique ce que devrait faire une bonne maîtresse de maison. Ça serait aujourd'hui le livre de la parfaite maîtresse de maison. Hein. Et vous y avez comment recevoir le roi, comment faire cuire un morceau de bœuf. Tout va. Et vous allez voir dans ce livre que les doublons sont normaux. Hein. Par exemple, alors chaque homme et chaque femme doit recueillir en lui ses pensées à propos de la confession. Vous voyez, l'homme sera toujours placé devant. Très glorieuse mère de Dieu, médiatrice. Mot qu'on nous dit être inusité. Quiconque, homme ou femme, il ou elle doit savoir. Pourtant, quand je dis il ou elle, moi je dis elle ou il, ça fait bondir beaucoup de gens. Ça étonne beaucoup. Ben, vous voyez, au Moyen-Âge, c'était tout à fait courant. Et quand vous vous confessiez, vous deviez dire « j'ai été orgueilleux » ou « orgueilleuse ». Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui se fait. On faisait aussi, ce que je vais vous proposer dans le langage épicène, l'accord au plus proche, qu'on appelle aussi en grammaire l'accord de proximité, hein, mais qui va perdurer pendant des siècles et des siècles. Je vous citerai un vers d'Athalie, de Racine, consacrer ces 3 jours et ces 3 nuits entières, hein, parce que ça paraissait plus juste. Donc, vous voyez que les choses n'ont pas été figées et que ce que l'on considère comme la norme n'est pas nécessairement la norme. Maintenant, au XVIIe siècle, les femmes vont avoir l'obligation de prendre le nom de leur mari. Mais avant le XVIIe siècle, les femmes gardaient leur nom de naissance. Aujourd'hui, on dit que c'est très révolutionnaire de le faire, mais ça a été fait pendant de nombreux siècles. Hein. Par contre, nous vivons plutôt sous l'ère de la Révolution et sous l'ère napoléonien. Le code Napoléon va enlever le peu de pouvoir que les femmes avaient encore après la Révolution. Alors c'est Bonaparte qui va refuser qu'on appelle, vous savez qu'à la Révolution, il y avait les ci-devants, qui étaient ci-devant prince d'eux, hein, et puis le reste des gens étaient des citoyens.
Et si vous lisez les premiers pamphlets ou affiches de la Révolution, vous allez avoir citoyens, citoyennes. Et puis arrive le Code Napoléon, et Napoléon dit « Les femmes n'exercent aucun droit politique, la qualification citoyenne manque de justesse à son égard, et il propose de supprimer l'appellation citoyenne pour les femmes. » Et oui, mais ça va être extrêmement important parce qu'en enlevant le mot citoyenne, vous enleviez aussi aux femmes le droit de s'occuper de la cité. Et beaucoup de textes d'ailleurs vont renvoyer les femmes à la maternité, au berceau. Dès lors, je pense qu'on peut se demander si l'absence de féminin au vocable président, parce que dire présidente c'est vraiment difficile, est-ce que ce n'est pas la volonté des gens de la Révolution, des hommes de la Révolution, qui avaient pris le pouvoir du roi, mais qui n'étaient pas prêts à partager leurs prérogatives avec les femmes, hein? C'est pourquoi aussi que vous allez trouver un mot comme témoin qui n'est un mot que masculin. Hein? Il n'y a pas de enfin maintenant il y en a un parce que j'en ai inventé un, mais il n'y en avait pas avant. On vous disait il faut dire un témoin. Alors pourquoi est-ce qu'on disait un témoin? Parce que le Code civil précise que les témoins appelés à être présents au testament devront être mâles. M-A, circonflexe L-E-S. Hein. Donc c'est évident que si les témoins doivent être des hommes, vous n'avez pas à avoir un féminin à côté. Même chose pour successeuses. Les femmes n'avaient pas le droit de succéder à leur père. C'était vrai en Suisse pendant très longtemps. Hein. C'est avec le nouveau code matrimonial, c'est-à-dire les années 90, que les femmes en Suisse vont pouvoir hériter directement. Avant, c'était le mari qui héritait des biens laissés par la famille de son épouse. Tutrice également est interdit. Hein. Donc le langage va refléter tout ça. Et à partir du moment où on prône l'égalité, je pense qu'il y a nécessité d'introduire dans le langage la parité et aussi de supprimer certaines expressions. C'est mieux de dire elle attend un enfant qu'elle est tombée enceinte. Hein? Vous allez pouvoir trouver, puis il y aurait peut-être une expression qui serait encore mieux, qui serait elle fait un enfant, elle est en train de faire un enfant. Donc les femmes ont conquis de nombreux droits au XXe siècle, hein, et je ne suis pas la seule à avoir dit que la parité devait être quelque chose d'important. Je vais vous lire une phrase d'Hubertine Auclair, qui est une journaliste et féministe de la moitié du XIXe siècle. Et elle écrivait « La féminisation initiale est celle de la langue, car le féminin non distinctivement établi sera toujours absorbé par le masculin. Quand on a révisé le dictionnaire et féminisé la langue, chacun de ces mots sera un rappel expressif à l'ordre pour celles et ceux qui continuent à voir les femmes comme des appendices de l'homme, des êtres pas tout à fait humains. » Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a été souvent réclamé et qui n'a pas toujours été entendu. Et que parfois dans l'histoire, elles ont été entendues, mais qu'elles sont retombées. C'est pourquoi je pense qu'il est important d'avoir ce langage et puis de le promouvoir. Parce qu'il ne suffit pas que ça soit pendant un petit temps pour égaliser les choses. J'ai 5 minutes encore. Être la première, c'est toujours embêtant parce qu'on ne connaît pas le temps. Alors, je vais vous parler maintenant du dictionnaire. Hein. Peut-être dire quand même que pour moi, féminiser la langue, c'est pas dire on supprime les hommes. Refuser le masculin dit universel ou générique, ça n'est pas dire qu'on ne veut plus de masculin, c'est dire qu'on veut et un féminin et un masculin. Et je le mets dans cet ordre-là parce que c'est l'ordre alphabétique.
qui n'a aucune hiérarchie. Hein. Donc, et c'est vrai que si vous n'avez pas les mots pour le dire, vous êtes spectatrice de votre vie et non pas actrice. Donc mon but, quand je promeux le langage épicène, c'est avant tout que chaque personne, femme ou homme, puisse prendre son destin en elle ou en lui et choisisse selon ses goûts et non pas selon ce que la société lui dit qu'il faut faire. Hein? Donc, une des premières mesures qui a été prise partout, que ce soit au Québec, qui a été le premier pays francophone à féminiser, hein, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse romande, la première chose qui a été faite, c'est d'essayer de mettre un féminin, d'en trouver un, ce qui était relativement facile, aux métiers, aux professions, aux titres et fonctions. Hein. En Belgique, en France comme au Québec, la démarche était volontairement militante. En Suisse, vous allez être étonnés, mais la démarche a été entamée à la demande de la police cantonale genevoise, hein, qui souhaitait respecter la Constitution qui dit que les femmes et hommes doivent avoir un salaire égal. Or, une manière de faire que les salaires ne soient pas égaux, c'était de ne pas avoir le même titre. Donc, les femmes et les hommes à la police pouvaient avoir les mêmes diplômes, le même travail, mais elles et ils n'avaient pas le même titre, ce qui faisait qu'elles pouvaient être payées moins que les hommes. Donc, au départ, ça a été fait comme une simple nomenclature, donc je vous l'ai apporté. Alors voilà à quoi ça ressemble. Hein. Le premier dictionnaire, vous n'allez pas le prendre la nuit, hein, à moins que vous ayez de grosses insomnies. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous allez choisir. Donc après, moi j'ai proposé d'en faire un autre, que vous voyez, il est beaucoup plus petit, et ça n'est pas une nomenclature. Parce que je trouvais avoir des mots au féminin, c'était très bien d'avoir des fonctions féminines, d'avoir des professions, mais dans un sens, il fallait aussi les incarner. Ouais. Je crois beaucoup aux pionnières, je crois beaucoup à l'exemple, et donc, dedans, toutes les professions n'ont pas un exemple de femme, mais la majorité en ont. Et je trouvais que c'était extrêmement important pour les personnes qui regardaient et qui lisaient. Je pense par exemple aux femmes qui font des mathématiques, qui sont mathématiciennes. Les filles, en principe, n'aiment pas, ne sont pas douées en mathématiques. C'est quand même l'un des grands stéréotypes. Mais si elles savaient que Sophie Germain, qui est née au XVIIIe siècle, fut l'une des grandes mathématiciennes, si elle savait qu'Amy Noether a construit un théorème, le théorème de Noether, c'est un théorème fait par une femme, que Myriam Mirzakhani, qui est vivante, elle, a été la première récipiendaire de la médaille Fields. Vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, hein, mais il y a le prix Fields. Alors, cette femme l'a reçu, et elle est toujours vivante. Hein. Il me semble qu'à ce moment-là, les filles auraient plus de facilité à se projeter dans l'avenir, à se voir en mathématicienne, à se voir en juge, à se voir infirmière. C'est pas une raison pour refuser les métiers dits féminins, mais c'est de proposer une gamme de métiers. Bon, hein. Je vais conclure gentiment. Voilà, je vais conclure. Alors, voilà, mais ça, je vous le donnerai si vous voulez. J'ai énoncé un certain nombre de choses qu'il faudrait faire quand on écrit de façon épicène, mais je vous ai donné les plus importants, et puis si ça vous intéresse, je vous donnerai les exemples. Merci Voilà. Madame Moreau. Donc, oui.
Donc nous allons maintenant écouter Monsieur Gigax qui va nous parler d'un phénomène qui s'appelle l'activation et donc de sa nature relativement automatique. Voilà, je me permets d'utiliser des diapositives comme je suis l'habitude de le faire et surtout de me mettre debout parce que moi je suis bien trop stressé pour rester assis et parler. Donc, du coup, en étant debout, ça me permet un petit peu de bouger comme ça et puis de faire passer ça. Alors en fait, c'est bien parce que je vais prendre une approche maintenant qui est vraiment différente, qui est très expérimentale et surtout de psycholinguistique expérimentale pour essayer de poser le débat en même temps maintenant à un autre endroit simplement par rapport à cette marque grammaticale du masculin qui a tout à coup eu cette valeur dite générique. Et on va s'intéresser, alors en psychologue, on s'intéresse beaucoup à cette valeur générique et je vais un peu vous expliquer pourquoi. Et surtout, qu'est-ce qu'à Fribourg on a montré. Je vais vous montrer un échantillon de 2 études qui vous permettront un peu de mieux comprendre si cette valeur générique, parce que pour moi en tant que psychologue, c'est vraiment la question, c'est est-ce qu'elle est possible ? Est-ce que notre système langagier, finalement, si on va dans la tendance actuelle, on met le mot cerveau dans toutes les phrases, et les gens pensent toujours qu'on fait quelque chose de sérieux, donc est-ce que notre cerveau est capable finalement de comprendre un terme au masculin comme étant générique? C'est ce qui va nous intéresser. Alors je pars d'une phrase, au départ j'étais parti de la phrase de l'annonce de ce soir, où 3 intervenants qui vont intervenir, et puis je me suis dit non, c'est pas très gentil pour les gens organisés, mais l'histoire étant, ici ce qui est important c'est de voir, dans une phrase comme les étudiants ne savaient pas que Junko Tabay était considéré comme un enfant fragile, c'est toujours intéressant de savoir si les gens connaissent Junko Tabay. Je dois avouer, à chaque présentation, je me donne comme but de changer cette phrase. Et puis du coup, ici, Junko Tabay est la première femme à avoir gravi l'Everest. C'est la première femme japonaise aussi qui a gravi les 7 sommets du continent. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est peut-être pas Junko Tabay, c'est plutôt cette question ici d'étudiants. Est-ce que, en lisant les étudiants au masculin, est-ce que votre système langagier peut faire cette distinction entre un sens dit spécifique, c'est-à-dire on parle que d'homme, et un sens dit générique? Alors le sens dit générique est déjà un sens qui est ambigu en soi, et je vais vous montrer un peu pourquoi. Et ce qui est difficile maintenant en lisant, et en psycholinguistique, nous on s'intéresse vraiment à ce qui se passe au moment où vous êtes en train de lire. Donc au moment où vous êtes en train de lire, qu'est-ce que vous arrivez à comprendre? Et si votre cerveau doit régler une ambiguïté, doit gérer une ambiguïté, c'est une ambiguïté sémantique qui existe, c'est que les étudiants, ça peut vouloir dire qu'il n'y a que des hommes. D'accord? Il n'y a que des hommes ici. Donc les étudiants ne savent pas que Nicolas était alpiniste, etc., un enfant fragile, mais de fait, on a cette ambiguïté. Donc vous deviez résoudre l'ambiguïté. Est-ce que les étudiants ici veut dire, ici vous avez que des hommes, ou bien des hommes et des femmes? Mais ce qui est intéressant, ou des femmes et des hommes, et ce qui est intéressant dans les femmes et les hommes ici, c'est que là non plus, c'est pas très clair. Parce que finalement, est-ce que quand on parle de générique, on entend moitié-moitié, d'accord, c'est la mixité, ou bien est-ce qu'on entend simplement, il peut y avoir ici trois femmes et un homme, ça reste au masculin. En fait, il peut y avoir 1 milliard de femmes, et puis un homme, et ça sera au masculin. Donc c'est intéressant parce que, alors juste pour ce soir, on ne va pas parler de cette ambiguïté-là, mais qui reste quand même aussi une ambiguïté, mais on va parler de l'ambiguïté qui est quand même l'ambiguïté la plus brute, c'est de dire, tiens, d'un côté, ça peut représenter que des hommes, et de l'autre, pas, ça peut représenter autre chose. Et en tant que psychologue, c'est intéressant de se dire comment notre système peut gérer ça, et surtout à la vitesse à laquelle on gère finalement le langage. Le langage vous avez une faculté incroyable pour comprendre ce que je suis en train de dire. Vous devez comprendre un mot, le distinguer par rapport à la phrase, même si je parle de manière continue, vous allez distinguer les mots sans devoir parler comme ça. Donc vous arrivez à le faire, je l'espère pour vous, mais de manière générale, c'est incroyable la vitesse à laquelle on arrive à gérer une phrase, à comprendre une phrase. Donc avec cette vitesse-là, quelle est la probabilité finalement de réussir à résoudre cette ambiguïté et de voir un terme finalement dit générique? Alors, on peut s'intéresser à l'apprentissage de cette règle du masculin, et l'apprentissage suit une séquence, et la séquence est la même pour tout le monde. Cette séquence, on commence par apprendre que le masculin
on parle d'hommes et que le féminin, on parle de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les livres scolaires, c'est toujours l'exemple que je donne, je devrais changer parce que par rapport à Fribourg, mais Fribourg utilise encore ce manuel pour apprendre le français. Et l'exemple est donné, si vous voulez parler d'une femme, vous utilisez le féminin, une actrice, c'est l'exemple qui est donné. Si vous voulez parler d'un homme, vous utilisez le masculin, un directeur. C'est intéressant déjà, en plus de l'apprentissage de la langue, vous rajoutez une petite couche de stéréotypes aussi pour des enfants qui sont dans les premières années scolaires ici, et les enfants apprennent ça. C'est seulement plus tard que les enfants apprennent ce deuxième sens. Alors je dis comme si c'était un seul sens, mais ce deuxième sens dit générique. Du fait, on vous dit, bon, ok, on vous a dit que c'était le masculin pour parler d'homme, mais en même temps, c'est pas juste parce qu'en fait, finalement, quand on ne sait pas, ou bien quand la composition est mixte, ou bien quand c'est pas quelque chose de pertinent, on peut également utiliser le masculin. Et vous voyez, comme je vous le présente ici, ça paraît presque un peu aberrant. Et là, je vais vous montrer simplement les premières études. Alors, il y en a deux qui sont importantes. C'est une étude toute simple. Et ce qu'on fait en psychologie expérimentale, en psycholinguistique expérimentale, c'est qu'on présente des phrases comme celle-ci. Les musiciens sortirent de la cafétéria. À cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où vous êtes en train de traiter une des femmes. Et on change ici musicien, mécanicien, esthéticien, et vous avez aussi un des hommes avec un parapluie. On compare en fait ces éléments-là, et nous, ce qui nous intéresse, c'est au moment où on traite cette information ici, qui vient, bien sûr, va avoir un lien avec cette information-là. Donc, la facilité avec laquelle on traite ça ici va nous dire, finalement, à quelle facilité on arrive à lier ces deux éléments. Ok. Alors ici, dans l'exemple que je vous montre, le résultat, on demande aux gens de nous dire est-ce que cette deuxième partie est une suite possible de la première. Est-ce que c'est une... Alors si vous dites les rois sortirent de la cafétéria à cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie, c'est pas possible. Parce que là, vous avez un genre qu'on appelle définitionnel qui peut pas être... Les deux phrases ne sont pas possibles. Mais dans les exemples que vous avez ici, tout est possible ici. D'accord ? Alors, on regarde la manière dont les gens nous disent oui, et on regarde également le temps que les gens mettent. Ici, je vous montre la proportion de oui en pourcent par rapport à des mots qui sont stéréotypés féminins, stéréotypés masculins et sans stéréotypes. Alors, vous avez ici les trois stéréotypes. Vous avez ici une des femmes, ou en tout cas une phrase qui parle d'une femme qui est dans le groupe, ou bien vous avez une phrase qui parle d'un des hommes qui est dans le groupe. Simplement, on va pouvoir voir à quel point les gens arrivent à résoudre cette ambiguïté. Et ce qui se passe en français, en allemand, dans beaucoup d'autres langues qui ont une marque grammaticale de genre, comme en français, ce qu'on remarque, c'est que les gens ont toujours plus de peine à gérer une des femmes faisait quelque chose dans ce groupe qui est représenté par ce mot au masculin. D'accord ? Et ça, en allemand également, en français, c'est la même chose. On regarde la manière dont le mouvement oculaire, on peut regarder, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Le système a toujours plus de peine à traiter cette deuxième partie lorsque c'est une femme qui est nommée dans le groupe. Ce qui nous indique pour nous qu'il y a un problème par rapport à ce masculin, à cette représentation qui est dite générique. Alors regardez juste en anglais, l'anglais n'a pas de marque grammaticale, mais l'anglais, c'est une langue qui est intéressante parce qu'elle n'a pas de marque grammaticale, elle a eu des termes qui étaient très genrés, comme policeman, d'ailleurs qui n'existe plus, on parle de police officer maintenant, sauf dans les livres pour enfants, ce qui est intéressant, on parle encore de policeman, ça paraît encore plus aberrant, mais de manière générale, l'anglais est un peu notre langue contrôle. Alors en anglais, ce qui se passe, c'est que ici, les gens ont plus de peine à traiter la deuxième phrase quand la personne qui est représentée dans cette deuxième ne correspond pas au stéréotype de la personne représentée par le nom de métier ou le nom de rôle. Alors, ici, on parle beaucoup du genre grammatical. Ce soir, on va parler du genre grammatical. Mais s'il n'existe pas, on n'est pas dans le positif ici. Hein. On est un peu entre la peste et le choléra. Donc, on a enlevé la peste et maintenant, on a le choléra. Donc, là, on a maintenant les stéréotypes. Il y a une représentation discriminante, une représentation de préjugés, etc. Donc, ce n'est pas forcément mieux, en tout cas, par rapport à cette représentation du monde qu'on essaye d'amener. Alors, la question qui se pose, et c'est la question qui est inhérente à cette représentation du masculin dit générique, c'est de dire, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut quand même se dire, mettre dans un texte, le masculin est prévu ici, on aimerait que vous le compreniez comme ayant une valeur générique. Donc, est-ce que c'est possible ?
Et expérimentalement, c'est assez simple. Alors c'est vrai, on est dans un laboratoire, et c'est tout le problème de la psychologie expérimentale, mais ce qui est intéressant ici, prenez une tâche très simple. Vous devez dire si la personne représentée ici, la première personne, peut faire partie d'un groupe représenté par le deuxième mot ici. Est-ce qu'une sœur peut faire partie d'un groupe de musiciens? D'accord? C'est facile la question. Alors, l'expérience est terrible parce que vous en avez 400. Vous avez 400 paires comme ça. Oui, non, oui, non, oui, 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 non, non. Alors c'est long, mais en même temps, ça nous indique est-ce que vous arrivez à lier ces deux éléments. Alors dans la première partie, on fait ça. Dans la deuxième partie, on arrête l'expérience et on dit aux gens, mais vous vous souvenez de la règle du masculin générique? Vous vous souvenez? Le masculin générique en soi, ça n'existe pas, c'est le masculin avec une interprétation générique. Vous vous souvenez de cette interprétation? Et on réexplique. Donc c'est des étudiantes et des étudiants comme vous à qui on réexplique cette règle. D'accord? Donc on ne peut pas faire plus explicite, vraiment. Et ensuite on dit aux gens, maintenant vous refaites cette expérience, mais vous refaites cette expérience en pensant au masculin comme ayant une valeur générique. D'accord? Et on refait, on recommence, alors avec d'autres items, on change des choses, mais on recommence. Alors voilà ce qui se passe ici. Si vous regardez la proportion de oui, on est toujours dans cette proportion de oui. Cette fois, j'enlève les stéréotypes parce qu'on n'a pas d'effet de stéréotype comme dans la première étude en français. Ce qui se passe dans la première partie, les gens ont plus de peine à dire oui quand c'est une sœur, quand c'est des femmes qui sont représentées par ce premier terme. Donc on retrouve ici le biais. Et qu'est-ce qui se passe quand on leur dit de refaire l'expérience, mais cette fois avec une interprétation générique? Et là, on augmente. Et là, vous dites, super. Super, mais en même temps, je ne vous présenterai pas ça s'il y avait un mais derrière. Mais de fait, vous dites, super, on n'a qu'à dire ça. Mais maintenant, regardez ce qui se passe quand on regarde le temps que les gens mettent pour dire oui. Donc vous dites oui, mais maintenant, vous voyez, si je vous dis, vous aimez ma présentation? Quelqu'un dit oui. Voilà. Vous aimez ma présentation? Oui. Ok. Vous voyez déjà le sens du temps que vous prenez pour dire oui. Alors ici, quand on regarde le temps, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez de nouveau là, une sœur, un homme ici, le temps de réponse en millisecondes, 1500 millisecondes, c'est une seconde et demie. Et ce qu'on voit sans instruction, on voit toujours la même chose. Alors ici, on voit que pour dire oui, ça c'est toujours pour dire oui. Hein. Pour dire oui, les gens sont plus rapides quand c'est un homme qui fait partie du groupe, d'accord, que quand c'est une femme. Et avec les instructions, ce qui est intéressant ici, cette fois avec le générique, on a la même chose. Alors la pente, elle change un peu simplement parce que les gens s'habituent. C'est toujours dans la deuxième partie de l'expérience. Mais la pente, elle reste. Même si les gens se disent, maintenant, je vais voir un générique, on a quand même plus de peine. On a plus de peine à dire, oui, une sœur peut faire partie d'un groupe de musiciens. Et théoriquement, on a un modèle qui explique ça. On appelle ça un modèle de résonance. Un mécanisme de résonance, c'est un mécanisme que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler masculin égale homme. C'est impossible de contrôler, c'est impossible de l'éviter. Vous pouvez stratégiquement penser au masculin comme générique, mais le masculin égale homme, vous l'avez déjà activé. D'accord? Il est toujours activé. C'est une résonance, mais qui est due à une résonance développementale, simplement au fait que c'est la première règle que vous apprenez implicitement. Quand on travaille avec des enfants entre 2 et 5 ans, on voit déjà, donc en âge préscolaire, enfin 2 et 4 préscolaires, on voit que les enfants commencent déjà cet apprentissage. Okay? Et cet apprentissage, il arrive tous les jours. Quand on parle aux enfants, ben, l'apprentissage masculin égale homme, il commence déjà à partir de 2 ans. Ok, donc on ne peut rien faire. C'est un mécanisme qui est passif, qui est impossible à contrôler. Donc voilà, pour un peu maintenant, alors c'est pas tellement une conclusion parce que je ne vous ai pas tout présenté ce qu'on pouvait là-dessus, mais le langage façonne notre perception du monde. On le savait au début du XXe, les anthropologues nous le disaient déjà. Les psychologues ont besoin toujours de faire des expériences là-dessus pour essayer de se donner, pour arriver finalement aux mêmes conclusions, mais on le savait déjà. Le langage façonne notre façon de voir le monde. Alors, pas forcément d'une manière comme ça, Pirwolf le voyait au début du XXe, mais plutôt le langage nous contraint. Donc le langage contraint notre pensée. C'est-à-dire que s'il existe 2 éléments dans le langage pour parler des êtres humains, un féminin, un masculin, ben ces 2 éléments vont nous contraindre à toujours penser au féminin ou au masculin. D'accord? Donc c'est une contrainte qui est fausse par rapport à la réalité. Mais le langage contraint notre manière de penser. Si on n'a qu'un masculin et le masculin égale homme, vous pouvez vous imaginer la contrainte ici. La contrainte, ben, elle est assez logique. Alors, le langage façonne nos perceptions du monde. La marque grammaticale du genre est problématique. Donc, bon, j'essaie de vous montrer par 2 exemples ici qu'elle est problématique. Mais la stéréotypie est également problématique. Donc,
Alors, à Fribourg, on travaille beaucoup sur les deux, parce qu'on remarque qu'on peut travailler sur les deux. Et finalement, on peut travailler au travers du langage et de nouvelles formes qui existent dans le langage pour essayer de diminuer également les stéréotypes dans nos représentations. Alors, je finis par dire des changements langagers peuvent aider, mais en fait, j'aurais pas dû dire des changements langagers sont nécessaires. Si on souhaite changer cette représentation, il existe des formes langagères. Alors, pour l'instant, personne n'est d'accord sur quelles sont les formes qu'on doit utiliser. Et les formes qu'on utilise à l'heure actuelle évoluent, évidemment. Et nous, on essaye de suivre cette évolution pour voir un petit peu ce qui fonctionne mieux. Les Allemands, en Allemagne, il existe des formes qui sont assez intéressantes, des formes plutôt de neutralisation et pas de féminisation, ce qui peut être assez intéressant. Mais de manière générale, ces changements peuvent fonctionner. Et je termine juste par une dernière approche quand même pour dire qu'il existe d'autres asymétries. On a parlé d'une asymétrie qui était intéressante, mais d'abord, juste, bien sûr, mademoiselle, c'est une asymétrie qui est assez incroyable. Il existe des asymétries assez fortes où on parle d'un mari et d'un homme, mais on parle d'une femme et d'une femme. D'accord ? Alors c'est intéressant ça. Alors on ne parle pas de damoiseau, vous n'avez jamais demandé l'addition à damoiseau. Donc les autres aberrations, les autres asymétries, c'est bien sûr l'asymétrie dont on parlait avant. C'est le fait qu'on nomme les hommes en premier et les femmes en deuxième. Donc vous n'avez jamais entendu parler d'Ève et Adam. Mais en fait, ce qui est intéressant en histoire de l'art, c'est que la représentation également de peintres qui parlent des langues qui vont de gauche à droite. Adam il est à gauche, Ève elle est à droite. Et c'est intéressant parce que ça a un sens hiérarchique, et même ça a un sens quand vous parlez d'une grande voiture et une petite voiture. Vous ne parlez pas d'une petite voiture et une grande voiture, vous pouvez même essayer, ça devient terrible. Et d'ailleurs vous allez commencer à essayer, à voir que vous le faites. Vous parlez des hommes en premier, vous parlez des femmes en deuxième. Mais tout le monde le fait, je ne dis pas vous, parce que vous ici à Neuchâtel, vous le faites, alors qu'ailleurs on ne le fait pas. Ce n'est pas du tout ça. Mais de manière générale, c'est des asymétries qui existent et qui ont un effet assez fort sur notre manière de voir le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et donc je cède finalement la parole à Valérie Perrin. Son exposé traitera de la représentation des sexes dans les médias. Merci. Alors j'hésite à me lever ou à rester assise, mais bon, on va varier un peu. Bon, moi je vais vous dire deux mots un petit peu de comment on traite un peu ces sujets dans les syndicats, parce que j'ai aussi une petite expérience d'il y a longtemps académique, mais là ce dont je vais vous parler ce soir, c'est plutôt mon expérience actuelle en tant que syndicaliste au fond. Donc la première question que je me pose en vous voyant là, parce que c'est une chose dont on discute souvent dans nos domaines, c'est quelle est votre connaissance et votre pratique des médias. Je ne suis pas sûre que je vais parler à des gens qui savent encore ce que c'est que regarder la télévision et écouter la radio, au fond. Je vous avoue que je ne sais pas quelles sont les pratiques aujourd'hui chez des étudiants de votre âge. Mais enfin, je vais quand même vous décrire un petit peu cette activité. Avant de vous parler de ce que nous faisons au sein de nos syndicats et du mien en particulier, j'aimerais juste vous donner quelques chiffres très parlants qui sont ceux d'un projet qui s'appelle le Global Media Monitoring Project, qui a lieu tous les 5 ans. C'est une grande enquête réalisée dans plus de 100 pays à l'initiative d'ONG et qui est défendue aussi, qui est soutenue par la Conférence mondiale des femmes de l'ONU. Et ce projet, la Suisse y a participé à 2 reprises, en 2010 et en 2015. L'idée, c'est de regarder sur un jour donné, qui est le même dans le monde entier, comment on parle des femmes et des hommes, c'est-à-dire combien de fois on présente des femmes, combien de fois on présente des hommes, que ce soit des personnes mentionnées dans les sujets ou des personnes interviewées. Et les résultats sont malheureusement très, très semblables d'un exercice à l'autre, et ils sont assez mauvais, c'est-à-dire qu'ils évoluent peu. Dans la dernière enquête de 2015, et là je vous donne les chiffres pour la Suisse, c'est 24% de femmes et 76% d'hommes dans les médias, tous médias confondus. Hein. Après, on voit des petites différences selon les médias, et les réseaux sociaux s'en sortent un petit peu mieux. Vous les connaissez sans doute mieux que les médias traditionnels. C'est des mauvais chiffres, et ils sont très têtus, donc ils évoluent très peu d'une enquête à l'autre. Je détaille un tout petit peu plus peut-être, donc 75% des personnes, ou 76% sont des hommes. Par rapport à 2010, on remarque aussi qu'il y a moins de journalistes femmes. Alors, on pourrait croire que
un résultat très significatif. Alors c'est inquiétant en soi, mais ça n'a pas un effet très important sur ces résultats, parce qu'au fond, les femmes, quand c'est des femmes qui signent les sujets, ça ne change pas énormément ces résultats. Ce qui montre bien qu'on a affaire là plutôt à l'existence de représentations profondément intériorisées. 3% seulement des nouvelles, ça c'est un autre aspect, présentent une image non stéréotypée des hommes et des femmes. Ce qui veut dire que 97% des nouvelles, avec les critères de cette étude que je ne vais pas développer ici, véhiculent une représentation traditionnelle des rôles de chaque sexe. Les hommes tiennent le plus souvent un rôle de sujet, d'acteur ou d'expert dans des domaines qui sont valorisés comme le domaine économique ou politique, alors que les femmes sont majoritairement associées à leur fonction familiale, à leur statut familial ou mentionnées en tant que célébrité. Et enfin, et ça je trouve que c'est l'élément fondamental, c'est qu'on constate un écart très important entre le taux élevé de femmes qui exercent une activité professionnelle en Suisse, c'est-à-dire 63%, et leur très faible présence dans les médias en qualité de femmes professionnellement actives. C'est-à-dire qu'il y a un décalage énorme entre la réalité sociale et ce que les médias en montrent. On voit très peu de femmes professionnellement actives dans les domaines où elles sont actives par rapport à la réalité sociale. Alors maintenant, quelques mots de notre action. Donc on est un syndicat dans la branche des médias. Alors contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas que des syndicats de journalistes, mais effectivement on a des journalistes parmi nos membres. Notre syndicat s'occupe des médias électroniques, donc on représente tous les gens et tous les corps de métier qui travaillent dans les médias électroniques, de la maquilleuse au réalisateur, en passant par l'animatrice radio. J'aurais pu dire le maquilleur, mais il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. La réalisatrice, par contre, il y en a pas mal. Et les journalistes, évidemment. Alors, il y a quelques années, on parlait peu de cette question de la présence ou de la représentation des femmes et des hommes dans les médias. Ce n'était pas un sujet qui me paraissait très important, et il a acquis une certaine légitimité, au point qu'aujourd'hui, on peut en parler aussi dans le cadre du partenariat social. Donc, dans les commissions paritaires, on parle de ce sujet maintenant, et nous, on est aussi reconnus comme interlocuteurs pour parler de cette question des contenus. Et je vais vous parler de la RTS, puisque c'est là que je suis, qu'on est actif, et que moi personnellement. La RTS réalise depuis peu une enquête régulière sur des journées, un peu comme l'autre enquête dont je vous parlais avant, sur 2 jours par année, qui sont choisis un peu arbitrairement, où ils effectuent une mesure du nombre de mentions de femmes, non, plutôt d'invités. En l'occurrence, ce n'est pas la mention, c'est le nombre d'invités dans les émissions de radio et de télévision de femmes par rapport aux hommes. Et les résultats sont assez mauvais, et ils sont exactement les mêmes en fait que pour cette étude dont je vous parlais avant, c'est-à-dire que le service public, malheureusement, a des aussi mauvais résultats en termes de représentation des femmes et des hommes. Ce qui d'ailleurs va dans le sens de ce que Sylvie Durer avait constaté dans cette étude qu'elle avait menée avec son équipe en 2009, qui s'appelle « La place des femmes et des hommes dans la presse écrite généraliste de Suisse romande des années 80 à nos jours ». Elle avait aussi examiné les médias électroniques. Alors, sur les raisons de cette invisibilité persistante des femmes dans les médias par rapport à leur implication réelle, je vais revenir un petit peu plus loin, mais disons d'emblée, que faire pour améliorer cela? C'est la question qu'on se pose en tant que syndicat partenaire social. Alors pour nous, il est clair qu'il faudrait une action volontariste, c'est-à-dire il faudrait que les directions des médias, puisqu'elles reconnaissent que cette question est importante maintenant, eh bien, qu'ils se donnent pour tâche de sensibiliser et de former les journalistes, puisque c'est quand même les rédactions, puisque c'est quand même sur eux que ça repose, eux et elles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on se contente de donner des recommandations en espérant que le bon sens fera le reste. Et comme les chiffres le démontrent, c'est largement insuffisant. Il faut dire aussi qu'il y a des résistances chez les journalistes elles-mêmes et eux-mêmes sur cette question, parce que c'est pas très agréable de constater qu'on a ces mécanismes. Et puis il y a aussi des formes de résistance parce que il y a les rythmes de production, on n'a pas le temps d'aller chercher des femmes. Puis alors il y a une chose qui ressort à chaque fois, c'est l'idée qu'au fond les femmes sont responsables de leur propre invisibilité parce qu'elles veulent pas. Elles veulent pas venir parler, elles sont réticentes. On leur demande, on les cherche, on essaye d'équilibrer, mais enfin elles veulent pas. Voilà.
Et ça, c'est pas une explication satisfaisante parce qu'au fond, c'est une partie du problème. Pourquoi les femmes sont-elles réticentes à parler dans les médias? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller chercher au niveau de la socialisation précoce les raisons pour lesquelles les femmes ne se précipitent pas à jouer le jeu médiatique? Voilà. Alors, je vais vous donner juste un exemple d'une chose qu'on pourrait faire si les directions des médias, si les éditeurs aussi étaient disposés à agir dans ce domaine. Et là, c'est un domaine qui concerne la télévision. Il y a des outils qui ont été développés. Il y en a un notamment qui s'appelle Screening Gender, qui a été développé il y a déjà longtemps, dans les années 90, où on utilise des reportages pour montrer aux professionnels comment ils ont une pratique qui comporte des distorsions par rapport à leur idéal déontologique. Et par exemple, on regarde comment le caméraman, en l'occurrence c'était un homme, filme. Et on a constaté qu'il filme souvent les femmes d'en haut, ce qui les fait apparaître plus petites, alors qu'il filmera les hommes en face ou en contre-plongée. Donc ça, c'est des exemples très, très, très pratiques. Hein. Et puis, dans un reportage consacré à la destruction d'un village pour y faire passer une route, on a une interview. Et là, il y a un couple. Et ce couple, donc un homme et une femme, et c'est le monsieur qui s'exprime. Alors, rien d'anormal jusque-là, mais il y a quand même quelque chose d'étrange. Et on se dit, il faudrait essayer de changer un peu la mise en scène. Et c'est ce qui a été testé dans cette expérience. Là, on change un ou deux éléments de la configuration. Et on se rend compte, lorsqu'on filme l'épouse seule sur le chemin qui arrive à sa maison, qu'en fait c'est elle qui est l'instigatrice de la lutte contre les travaux qui vont faire traverser la route, qui va permettre à la route de traverser le village, et que simplement elle ne maîtrise pas les codes de la communication et qu'on ne lui a pas permis de s'exprimer. Ce qui pose la question, est-ce que la manière dont on a l'habitude de filmer est la meilleure manière d'avoir les bonnes histoires et de faire de la vraie information? Est-ce qu'il n'y a pas des histoires non racontées auxquelles on n'a pas accès parce qu'on ne pose pas les questions, on ne met pas en scène les choses de différentes manières? Maintenant, j'aimerais juste vous dire 2 mots de ce qu'on fait. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, 5 minutes. D'accord, merci. Au niveau des syndicats de la branche, donc on a 3 syndicats en Suisse qui s'occupent de la branche des médias, donc il y a le nôtre, le SSM, il y a Syndicom, le syndicat de la communication, et puis il y a Impressum qui est un syndicat de journalistes exclusivement. Alors ces 3 syndicats, on s'associe souvent pour faire des choses en commun. Et on a en l'occurrence, on avait publié, vous l'avez mentionné, il y a quelques années, on a publié un guide de rédaction non sexiste qui se nomme « Images de femmes, langage d'homme, en finir avec les clichés ». J'en ai fait quelques impressions, mais je me suis rendu compte que c'est pas dans le bon sens. Alors je ne l'ai pas plié. Enfin, si vous voulez le prendre après, vous verrez un petit peu ce qu'on utilise comme outil pour sensibiliser nos membres, en fait, enfin, les journalistes dans les rédactions. C'est très court parce qu'on est conscient qu'ils ont peu de temps. Ils sont sous pression justement des rythmes de travail. Donc, c'est pas trop ambitieux, mais enfin, ça pose quelques questions importantes. Il y en a une que je vous citerai volontiers parce que c'est quelque chose d'assez utile. C'est le test à l'envers. Un compte-rendu n'est pas sexiste si l'on peut renverser les rôles de chaque sexe sans les discriminer ou produire un sentiment d'étrangeté sociale. Ça, c'est un truc qui peut être utile quand on est journaliste et qu'on se pose des questions sur sa pratique. On collabore aussi à une démarche qui s'appelle le prix Femmes et Médias. Et ça, c'est les bureaux romans de l'égalité qui décernent un prix tous les 2 ans, dont le but est de récompenser, je cite, récompenser les journalistes qui, dans un souci d'éthique professionnelle, font avancer le débat sur l'égalité entre femmes et hommes. Et là-dessus, j'aimerais insister sur ce terme éthique. Parce qu'au fond, moi, je pense que c'est le seul moyen de faire avancer cette cause chez les journalistes, qui sont très sensibles à leur déontologie professionnelle, c'est de parler d'éthique. Parce qu'au fond, en invisibilisant les femmes, même malgré soi, par rapport à leur implication réelle dans la société, ça pose un vrai problème éthique, puisqu'on ne rend pas compte de la diversité sociale. D'ailleurs, les médias ont un problème avec la diversité sociale de manière générale, parce qu'ils ne rendent pas bien compte non plus des mouvements sociaux. Ils ont tendance à rendre compte des formes de pouvoir. Ils parlent des
si vous voulez, il parle de ce qui ressort, mais il ne parle pas des mouvements de fond. Donc on n'a pas non plus une très grande fidélité à ce qui se passe au niveau de la société civile. Je vais raccourcir un petit peu. Comment les médias parlent du monde politique aussi, ça c'est un vrai problème. Il y a une tendance à caricaturer, et on a organisé des colloques dans lesquels des femmes politiques sont venues nous dire comment elles étaient cataloguées, par exemple en termes de séductrices, d'intello ou de maman. Voilà, c'est des espèces de grandes catégories et qu'une fois que les journalistes les ont catégorisées là-dedans, parfois ils ne mettent pas ça dans leur papier, mais enfin c'est comme ça qu'ils les voient et ils les décrivent un petit peu dans ce registre-là. Au niveau du langage, il y a aussi des choses tout à fait visibles si on est attentif. C'est que par exemple une parlementaire, on dira d'une parlementaire qu'elle s'insurge en suggérant la proximité avec une forme d'hystérie, alors qu'un parlementaire affirme ou martèle, plus proche de la rationalité et de la sûreté de soi. Voilà, alors bon, nous, ce qu'on défend, c'est d'abord la prise de conscience, une sensibilisation de ces métiers. Donc ça veut dire organiser des formations, ça veut dire aussi que les médias, selon nous, auraient une responsabilité, en particulier les services publics, une responsabilité sociale de faire du coaching, parce que il y a un décalage entre la socialisation des femmes et ce qu'on attend en termes de jeu médiatique, c'est-à-dire qu'il y a des critères dans les médias, on doit avoir une voix posée, on doit s'affirmer, on doit oser se lancer. Et je vous donne juste un exemple très, très intéressant. Une journaliste nous expliquait que quand il s'agit de faire le casting d'une émission comme Forum, je ne sais pas si vous connaissez Forum à la radio en fin de journée, qui abordent souvent des sujets politiques, quand on contacte des femmes, leur premier réflexe c'est généralement de dire « je ne suis pas sûre d'être la bonne personne, vous devriez peut-être parler à X ou Y ». Et quand on demande à un homme, il dit oui, ok, c'est à quelle heure, puis seulement après, au fait, vous me voulez sur quel sujet. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on constate souvent dans les médias. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que j'aurais encore beaucoup à dire, mais il y a peut-être des questions plus tard. Merci. Alors, on a reçu déjà pas mal de questions avec l'application, merci beaucoup. Mais je vais déjà ouvrir un peu le débat, en tout cas la discussion entre nos trois intervenants. Donc vous avez beaucoup parlé de ce pronom il et elle, monsieur Gigax en particulier. Au Canada actuellement, donc on peut être passible d'amende si on n'utilise pas le pronom approprié pour parler de quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, un transgenre, tous ces genres qui arrivent aussi maintenant avec cette mouvance. Est-ce que c'est une situation qui manifeste ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez, ou est-ce qu'il faut mettre le curseur ailleurs quand même? Je prendrais plutôt l'exemple suédois pour vous répondre ici, parce que la Suède est en train de vivre un changement par rapport à ses pronoms, par rapport à il et elle, donc qui était Hon et Han en fait, pour dire il et elle. Et depuis 2012, il y a un pronom qui est arrivé qui est Hen, H-E-N en fait, un pronom qui n'existait pas dans la langue et qui est un pronom qui est dérivé du finlandais, qui est vraiment très très intéressant. Et il est arrivé en 2012 et ce pronom a eu énormément de peine à s'imposer, alors qu'on a tendance à dire en Suède, ça paraît presque un peu étonnant. Et c'est un pronom qui est très très bien parce que c'est un pronom qui est suffisamment neutre pour en fait être utilisé dans n'importe quelle situation. Alors au départ, le pronom, les gens qui ne voulaient pas utiliser ce pronom, c'est des gens typiquement très conservateurs qui ne voulaient pas que les enfants ne sachent plus un petit peu de quel genre ils étaient, etc. Mais de fait, et ça a pris long, là c'est 5 ans de débat pour essayer d'imposer ce pronom. Et ce pronom-là est un pronom, à mon avis, qui est parfait. Si on arrive à des pronoms comme ceci aussi en français, je regarde Daniel Elmiger là-bas qui a aussi écrit là-dessus, sur des pronoms qu'on peut essayer d'inventer pour faire évoluer justement ce genre de choses. Vous êtes plutôt pour un pronom neutre plutôt qu'utiliser il ou elle, si je comprends bien. Mais on a beaucoup travaillé sur la féminisation, puis en fait, il y a deux manières de parler du langage non sexiste. Il y a la féminisation et la neutralisation. Alors la féminisation a l'avantage de visibiliser, mais visibilise typiquement le genre de manière binaire.
Et ça peut être un problème puisque le genre n'est pas binaire. Donc de fait, la neutralisation permet de pallier ce problème en choisissant des mots qui sont beaucoup plus inclusifs, où toutes les personnes se sentent finalement concernées. Alors c'est toujours un peu ce problème de la féminisation. La féminisation a cette capacité de visibiliser surtout les femmes dans cette distinction femmes-hommes, mais de manière générale, la neutralisation peut être peut-être une forme qui est plus adaptée à la diversité de notre société. Donc, mais pour moi, c'est un avis. Hein, oui. Pas forcément. Madame Moreau, vous êtes plutôt pour, à vous entendre plutôt pour il ou elle. Au Canada, on emploie aussi ILE, I2LES, qui me gêne plus, je serais plutôt pour. Bon, moi, je vois un danger dans la neutralisation, c'est-à-dire que la neutralisation, on va très vite revenir au masculin générique, parce que de toute façon, la société, pour le moment, est faite comme ça. Et le langage est malgré tout un reflet de la hiérarchie sociale. Je crois, mais je ne suis pas sûre, mais je crois qu'en forçant le monde à voir que des femmes font beaucoup de choses, qu'elles peuvent être forgeronnes, mécaniciennes, poètes, musiciennes, on avance la cause de l'égalité. Mais bon, c'est une croyance. Et puis, je pense qu'à partir du moment où il y aura une réelle égalité, certainement, le langage changera également. Hein. Alors, je pensais, parce que moi, j'ai enseigné plusieurs années pendant l'été à l'Université de Lausanne, je faisais un cours sur le langage, je terminais, donc j'expliquais ce que je faisais, que j'allais parler qu'au féminin, etc. Et je donnais un test qui prenait un quart d'heure au lieu d'une demi-heure. Donc je savais que les gens allaient le finir très tôt. Et j'avais écrit au tableau, quand les étudiantes auront répondu à toutes les questions, elles peuvent sortir. Eh bien, j'avais eu beau pendant 3 semaines expliquer que le masculin générique et pourquoi féminiser, je me suis retrouvée avec tous les hommes dans la salle. Toutes les femmes ont compris qu'elles pouvaient sortir. Et c'est peut-être là aussi, moi j'ai l'impression que quand même, nous les femmes, nous apprenons une certaine aliénation dès le départ. Et que la neutralisation risque de renforcer cet apprentissage. Parce que vous dites 2 ans, mais moi je dirais dès la naissance, y compris dans le ventre de la mère. Ouais, et il donne des coups de pied, c'est un garçon, elle dort, c'est une petite fille, elle est sage. Donc déjà, maintenant qu'on peut savoir le sexe, on vous dit c'est bien parce que comme ça vous pouvez peindre la chambre en rose ou en bleu. Donc de là ma méfiance vis-à-vis de la neutralisation. Mais j'irais dans votre sens aussi par rapport à des termes comme humain. Ouais. Typiquement, humain est un terme qu'on peut penser étant épicène, mais si vous demandez aux gens de mettre des descriptifs, des adjectifs qui viennent en tête tout de suite sur humain, sur homme, sur femme, humain-homme, vous aurez les mêmes adjectifs. Et puis femme, vous aurez d'autres adjectifs. Alors c'est intéressant aussi parce que, effectivement, je crois que vous avez raison, il faut faire attention à ça parce que cette neutralisation peut forcer ce trait-là. Après, la Norvège a essayé de supprimer le féminin. Alors, c'est intéressant en se disant, si on supprime le féminin du langage, le masculin va devenir neutre. Et 30 ans plus tard, ça ne marche pas très très bien non plus. Donc, aussi pour aller aussi dans votre sens. Et Madame Perrin, vous avez soulevé le fait que les femmes sont sous-représentées dans les médias. Et ce qu'il y a d'intéressant dans votre petit guide, c'est qu'en Suisse plus qu'ailleurs, c'est-à-dire que c'est en dessous de la moyenne mondiale encore le... Légèrement. À peu près. À peu près, quand même 2% moins, je crois. Ouais. Vous avez peut-être une explication pour ça? C'est vrai qu'en Suisse, on penserait qu'on est plutôt pas de ce côté-là. Je n'ai pas vraiment d'explication. Il faudrait regarder un petit peu. C'est une moyenne, donc on va sûrement trouver des pays où c'est bien pire. Et dans cette discussion entre la neutralité et plutôt la féminisation, vous avez un point de vue là-dessus? Oui, alors nous, en tant que syndicat, on œuvre aussi évidemment en faveur d'un langage épicène dans les entreprises, et ce n'est pas une mince affaire. Et je ne vous cacherai pas qu'à la SSR, à la RTS, parce que je ne connais pas tous les studios,
c'est pas encore acquis, c'est pas encore systématique, et on relève systématiquement, nous, dans la commission d'égalité, qui est une commission paritaire, hein, on relève régulièrement des textes écrits entièrement au masculin encore aujourd'hui. Alors ils n'osent plus mettre la petite phrase en bas qui spécifie que ça inclut les femmes, parce que, en fait, c'était intéressant ce que vous disiez par rapport à tout ce que vous avez dit sur la difficulté. Moi, je suis toujours fascinée de voir à quel point le langage épicène est aussi intéressant par la résistance qu'il suscite qu'en lui-même. Et je voulais quand même relever qu'il y a eu une évolution, même si on n'est pas encore à faire systématiquement les choses justes comme ils font à l'état de Vaud. Là, vous avez œuvré pour ça aussi. Mais disons qu'il y a quand même, je trouve, il y a des choses qui passent plus. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même à un moment donné le relais de la société civile, parce que le débat, il fait son œuvre aussi. Et il y a des choses, alors je ne sais pas, les jeunes femmes qui sont là, est-ce que moi ça me fait ça, par exemple, j'ai un sentiment de malaise maintenant quand je lis certaines choses et que j'entends certaines choses que je n'avais pas il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans. Je suppose que ça vous arrive aussi. Je pense que la société civile évolue sur le plan du langage aussi, c'est très lent, effectivement. Et Madame Moreau, vous qui êtes écrivaine, vous pensez que la langue française, plus qu'une autre langue, se prête au sexisme dans le langage ? Plus qu'une autre, d'abord. Alors, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Donc, c'est évident que, par exemple, vis-à-vis de l'anglais, il est plus facile d'avoir une langue non sexiste en anglais. Les gens, la société civile, là, a protesté que les livres sur la puériculture étaient toujours his toy, etc. Et, alors, ils emploient le neutre. C'est devenu it. Non, they, pour parler des enfants, mais ils vont dire it's toy, give it's bottle, au lieu de her or his. Donc, c'est évident. Moi, je pense que le niveau de langue reflète le niveau d'égalité dans le pays. Alors, il y a des endroits, et moi, là-dessus, je dirais que la Suisse est quand même meilleure que la France. Ce que Madame disait est vrai, il y a de la résistance, mais il y a aussi beaucoup de mouvements et d'adoption de ces méthodes. En France, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Donc, j'en conclurai que la société suisse est plus égalitaire que la société française. Dans le fond, cette distinction homme-femme traditionnelle dans la langue française, cette complémentarité, est-ce qu'elle a que du mauvais quand on pense à la littérature, à la poésie lyrique du Moyen-Âge, au romantisme, au romantisme? D'abord, la poésie lyrique du Moyen-Âge mettait les deux sexes. Déjà, je voulais quand même dire, si vous faites puisque vous vous intéressez à la littérature, vous avez bien vu que les lettres gothiques traduisent maintenant. Alors, si vous regardez, vous allez voir que beaucoup de féminins ont été mis, parce qu'ils sont dans le texte d'origine. Par contre, je vais vous donner un contre-exemple. Moi, j'ai traduit avec mon époux les lettres d'Héloïse Abélard, et c'est la règle d'un couvent de femmes, et vous trouvez dans les traductions du 19e et 20e siècle, il. Et ce sont des religieuses. Donc là, c'est l'inclinaison naturelle des traducteurs de penser qu'on met tout au masculin. Tout à fait. Alors, quelqu'un a mentionné une question pour Monsieur Gigax sur le langage épicène. Dans le fond, concrètement, comment faire changer les mentalités, comment, dans l'enfance, faire passer ce message du langage épicène, l'application, en gros, de la théorie, comment ça se passe? C'est difficile de demander, on peut demander des compléments à part ça sur la question. Mais il y a deux questions ici, c'est comment pouvoir faire changer les mentalités. C'est marrant, je regarde qui a posé cette question. Comment faire changer les mentalités? Ça, c'est une première question. Puis ensuite, la question est de dire par rapport à l'enfance, par rapport à cet apprentissage. Et c'est vrai que, en tout cas, en prenant déjà la question par rapport à l'enfance, c'est une question, en tout cas empirique, qui est très très intéressante de se dire, et si on commence à l'enfance par déjà habituer les enfants
à la double mention ou doublon, eh ben, c'est très intéressant de faire cette expérience parce que du coup on le remarque chez des jeunes qui sont exposés, et là il y a beaucoup d'études là-dessus. Plus on est exposé à ces formes-là, plus on s'y habitue vite et plus on les accepte. Mais en même temps, non seulement on les accepte, mais en plus on a une représentation qui a changé. Et on le sait ça. Et dans les personnes qui sont les plus réfractaires par rapport à ça, il y a clairement un niveau de conservatisme qui est important. Mais donc du coup, alors pour les psychologues, il y a une chose, les psychologues sociaux, il y a une chose qu'on sait, c'est que l'exposition est notre première source d'apprentissage. C'est peut-être même la seule vraie source d'apprentissage, c'est l'exposition. Donc à ce moment-là, pour des enfants, ça paraît assez logique de se dire, bon ben, dès l'enfance, on va habituer les enfants à parler de manière plus égalitaire. Et l'espéranto, quelqu'un aimerait savoir si ça a été testé déjà, une autre langue, dans le fond, plus neutre. Moi, je connais pas d'études sur l'espéranto. Dans les langues plus neutres, alors le finlandais, qui est une langue sans marque grammaticale. Après, c'est intéressant parce qu'il y a des langues, et là, les linguistes seront plus outillés que moi, mais il y a des langues intéressantes comme le japonais, qui n'a pas de marque grammaticale, mais qui a une manière de parler qui dépend finalement du genre. Donc, une femme a certaines formulations qu'elle n'a pas le droit d'utiliser. Alors, la marque grammaticale n'est pas la seule source finalement de discrimination. Hein. Il y a d'autres manières finalement, même sans marque grammaticale. Mais c'est vrai qu'il y a un article paru récemment qui montrait une corrélation assez claire entre les pays qui ont une marque grammaticale de genre et puis les pays qui n'ont pas de marque grammaticale de genre et le sexisme dans ces pays. Mm-hmm. Une question adressée aux autres intervenants aussi. On change la société par le langage et non le langage par la société. Et là, j'ai une autre question qui se rajoute à laquelle j'avais pensé avant. Monsieur Gygax avait mis sur sa présentation le fait que le langage façonne nos perceptions du monde. Donc on parle bien de façon de voir le monde, de pensée, et non d'actes sexistes. On parle que de pensée sexiste ici. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux s'attaquer aux actes sexistes avant de s'attaquer aux représentations sexistes qu'on a? Alors je ne sais pas qui veut répondre à ça. Parce que la société, elle n'est pas là pour condamner les actes plutôt que les pensées. Bon, je prendrai l'exemple d'un écheveau de laine, vous tirez un bout et que vous avez plusieurs bouts qui viennent. Si vous ne changez que le langage, ça donnera une société genre Orwell. Hein? C'est évident qu'on peut avoir un novlangue qui sera uniquement de la poudre aux yeux. Hein? Et où on continuera à avoir des représentations sexistes dans la vie courante. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'un langage non sexiste. Cela permet à chaque personne de voir le monde autrement, hein, et ça incitera un certain nombre de ces personnes à militer pour une société plus juste et plus égalitaire. Donc moi, je ne vois pas ça comme quelque chose d'antagoniste. C'est pour ça que j'avais commencé avec « on dit que c'est un truc de bas bleu, de féministe hargneuse, madame, vous devriez vous occuper des mutilations sexuelles ». Mais peut-être que les mutilations sexuelles, elles sont aussi aidées par un travail langagier. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. D'accord. Madame Perrin, donc quelqu'un mentionne le fait que dans les médias, quand on parle d'un homme politique, on parle de son programme. Quand on parle d'une femme, on parle plutôt de ses vêtements. Pourquoi ? C'est la faute de la société ? Je dirais qu'il faut évidemment remonter aux assignations de rôles qui remontent à la socialisation précoce. Enfin, c'est un sujet qu'on a souvent, qu'on débat de plus en plus, les assignations de rôles qui font que les femmes sont assignées à l'intérieur, à la sphère privée, et les hommes à la sphère publique. Elles sont assignées enfin, on a quelque chose à dire sur leur physique, là où on cantonne les hommes à leur performance. Les deux sexes en pâtissent, hein, je dirais. Il y a aussi, il ne faut pas voir ça comme une seule charge pour les femmes, mais évidemment, il y a un problème de pouvoir. C'est que les différences de sexe et les assignations de sexe ne sont pas seulement
contraignantes pour les deux sexes, mais elles sont hiérarchisées en plus. Donc, enfin là, c'est vraiment le béaba des inégalités, de la théorie sur les inégalités liées au genre. Une question pratique pour M. Gygax, pour la psycholinguistique. Comment vous mesurez le mécanisme de résonance chez des enfants de 2 à 4 ans? Ce qu'on fait, en fait, c'est on place les enfants sur les genoux de la personne qui s'en occupe à ce moment-là. La personne, elle doit mettre un masque et on lui fait écouter de la musique classique. Je me suis toujours demandé pourquoi on faisait faire écouter de la musique classique, mais voilà, elle doit écouter de la musique classique. Et l'enfant lui présente des petites images. Typiquement, une image où vous avez que des hommes, une image où vous avez des hommes et des femmes. Et on dit aux enfants, regarde les mécaniciens. Et on mesure ses mouvements oculaires. Et simplement, on dit, regarde les infirmiers, on mesure ses mouvements oculaires. Et ce qui est intéressant, ce qui est un peu difficile, parce qu'il y a un âge où on a tendance à regarder ce qu'on connaît le plus, mais il y a un âge où on a tendance à regarder ce qu'on connaît le moins. Et du coup, on doit faire cette distinction avec des enfants, c'est très difficile, et ça peut même se passer pendant l'expérience. Donc, on doit juste s'assurer qu'on est en train de voir exactement ce qui est en train de se passer. Et à 2 ans, les enfants regardent les métiers, les personnes qui correspondent au stéréotype du métier. Et quand il n'y a pas de stéréotype, les enfants regardent les personnes qui correspondent à elles-mêmes. Donc les filles regardent plus les femmes et les hommes regardent les garçons. Les garçons regardent plus les hommes. On a une question ici. Déjà, je veux vous remercier pour vos interventions. Et déjà, une question, quand on parle de langage, on pense à l'oralité et au langage écrit. Si on devait adopter un langage épistème à l'écrit, devrions-nous aussi parler comme ça? Ce serait peut-être la première fois où on parle comme on écrit. Est-ce que c'est... Enfin, moi, je suis pour qu'on parle comme on écrit. Ouais, c'est évident. Je pense que si je dis les étudiantes et les étudiants, d'abord, je le dis par ordre alphabétique, qui est un ordre stochastique et pas hiérarchique. Hein, et je pense que vous vous sentez plus concerné. Et que si vous vous sentez concerné si on dit simplement les étudiants, c'est parce que vous avez appris l'aliénation. Parce que si on dit à des hommes les étudiantes, ils vont s'exclure systématiquement de ce groupe. Parce qu'eux n'ont pas appris l'aliénation langagière. Et donc sur le langage épicène, qui c'est qui valide les nouveaux mots créés? Vous êtes écrivaine, mais est-ce que les grammairiens s'en occupent? Alors, à qui est-ce le rôle? Alors, le premier dictionnaire a été fait avec une commission, hein, où il y avait des représentants du canton de Genève, du canton de Vaud, du canton de Neuchâtel, du Jura, etc. Et il y avait des représentantes et représentants des traducteurs et traductrices fédéraux, donc c'était un grand groupe, hein, et il fallait s'accorder avec tout le monde. Bon, ensuite, le langage enfin, une fois qu'on a fait les mots profession et fonction, du point de vue grammatical, ça a été avant tout des écrivaines, pas mal de québécoises d'ailleurs, hein, un certain nombre de linguistes qui sont belges, québécoises également. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus au Québec. Il y a eu l'Office de la langue française au Québec. Il y a eu le guide français Femme, j'écris ton nom, qui a été aussi fait par des linguistes. Hein. Et puis, il y a eu des groupes, donc c'est avant tout des groupes. Et puis, certaines choses ont été proposées par l'un ou l'une d'entre nous. Puis, certaines marchent, d'autres ne marchent pas. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ou je continue? Oui. Oui, bonjour. D'abord, je vous remercie vraiment de participer à cette réunion, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis, j'aimerais surtout rebondir à la question que quelqu'un avait dit avant. C'était par rapport au fait que, oui, effectivement, on devrait dire pour les étudiants et les étudiantes, mais dans ce cas-là, il serait-il pas plus judicieux de créer carrément un nouveau mot? Parce que, au fond, moi, ce que je vois, c'est que on a toujours systématiquement utilisé le masculin pour dire tout le monde, mais on ne va pas non plus utiliser le féminin pour dire tout le monde en même temps, parce qu'à la fin, il y aura toujours un conflit de position homme-femme. Et
c'est pour ça que du coup, je n'étais pas très d'accord par rapport à vous, monsieur Gigax, par rapport au fait de dire la neutralité, il ne faudrait peut-être pas l'utiliser, ou bien je ne sais plus si c'était Madame Moreau, mais au fond, la neutralité, ce serait plutôt celle qui, pour ma part, pourrait nous mettre plus d'accord sur le terrain. Qu'en pensez-vous? Monsieur Gigax. Ouais, par rapport à cette neutralité, la question c'était surtout de dire, bon ben, on peut se dire, si la neutralité fonctionne comme en allemand par exemple, die Studierende, cette neutralité effectivement peut être vraiment une très très bonne chose. Mais le problème c'est que la neutralité a tendance à glisser du côté masculin. Et c'est ce glissement en fait qui est un problème par rapport à cette neutralité. C'est quand on voit, si vous parlez des êtres humains, ben, typiquement c'est un terme qui commence à glisser vers le masculin. Et c'est pour ça que cette neutralité peut être un problème. Mais pour l'instant, les seules données qu'il y a sur, par exemple, l'allemand, sur cette forme, cette nominalisation de Studierende, montrent qu'effectivement la représentation elle est mixte ou neutre. C'est toujours une question difficile, parce que psychologiquement c'est difficile de dire ce que veut dire mixte et neutre. Mais de manière générale, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais en faisant attention à ce glissement du neutre qui devient féminin. Ça a été essayé au Québec par un syndicat il y a une quinzaine d'années, mais ça n'a pas pris. Mais parce que on revient au masculin. Et on voit bien aussi que... Alors moi, je vais prendre un autre exemple. Avant, il y avait des écoles d'infirmières. Et les hommes sont rentrés, il y a eu des écoles de soins infirmiers. Ben maintenant, l'image est avant tout un homme. Mais du coup, il faudrait qu'on travaille judicieusement davantage sur l'image de la position entre hommes et femmes. Oui, mais on a quand même des siècles d'histoire de la langue française avec un masculin et un féminin. Penser qu'on va, d'un trait de plume, les supprimer me paraît extrêmement difficile. Je pense que on ne parlera pas dans 50 ans ou 100 ans comme on parle aujourd'hui, c'est certain. Mais la langue doit évoluer aussi. Vous ne pouvez pas décider totalement. En plus, il me semblait avoir été clair, le masculin générique est tout à fait récent. Il date du 19e siècle. Avant le 19e siècle, alors ça a évolué, mais au Moyen-Âge, il n'y en a pas. Hein. Le Moyen-Âge, c'est quand même 8 siècles de littérature française avec des doublons. Et puis petit à petit, on voit la langue évoluer, mais on voit aussi les droits des femmes être supprimés. Bon, j'ai aussi une question sur les postes de candidature à l'université. On a souvent la mention femmes prioritaires, ou nous recherchons prioritairement des femmes. Par contre, est-ce qu'on voit des fois priorité aux hommes? Pas tellement. Est-ce que là aussi c'est un sexisme inversé, une forme de sexisme explicite? La priorité aux hommes, elle existe depuis tout le temps. Voilà. C'est pas la peine de le dire. Oui, c'est pas la peine de le dire. Il n'y a jamais eu besoin d'expliciter ça, à la limite. Hein. D'accord. On a une autre question sur l'université de Lausanne, où les règlements sont écrits au féminin générique, donc qui vaut pour les deux genres. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Peut-être chacun de vous. Chacune de vous. Moi, je ne le ferai pas. Mais d'autre part, ça sert de contre-exemple, de contre-feu. Mais je ne l'emploierai pas. D'accord. Vous êtes d'accord avec Madame Moreau? Moi, je ne l'emploierai pas non plus, sauf si... Moi, je pense que, pour répondre aussi à une question d'avant, pourquoi pas changer pourquoi pas s'attaquer aux vraies inégalités concrètes plutôt qu'à la langue. Je pense que les deux doivent être liés, c'est-à-dire que la langue, je pense qu'elle peut évoluer vraiment, prendre un coup d'accélérateur quand il y a des mouvements sociaux qui les soutiennent, ces changements. Et je voudrais donner juste un exemple. Aux États-Unis, il y a un mouvement qui prend pas mal d'ampleur depuis quelques temps qui s'appelle Black Lives Matter. Et au sein de Black Lives Matter, il y a un mouvement de femmes aussi qui sont liées à la Women's March et qui mettent en avant le fait que toutes ces choses qu'on entend sur les personnes qui sont tuées par la police, ce sont aussi des femmes et on n'en parle jamais. Et il y a maintenant un fort mouvement pour dire « say her name ». On entend ça dans les manifs, say her name, et il y a des noms qui sont cités. Et là, je pense que ça peut faire avancer effectivement les choses. Quand il y a un mouvement concret de la société civile qui
qui porte quelque chose. Alors, je donne aussi l'exemple. En Belgique, au départ, on disait le juge aussi pour une femme. Hein. Et il y avait une grande discussion là-dessus. Il y a eu l'affaire Dutroux. C'était une juge qui a fait les enquêtes. Et de ce moment-là, les femmes sont devenues la juge. Alors un autre exemple concret qui est évoqué aussi sur l'application, c'est le couple Macron. Il a la même différence d'âge que le couple Trump, mais dans l'autre sens. Pourtant, on parle plus du couple Macron, alors est-ce que c'est du sexisme? Oui, Clairement. ça... Après, là, les médias, Madame Perrin, ont joué le jeu aussi. Ils ont beaucoup dénoncé le sexisme envers Brigitte Macron. Donc pour le coup, vous êtes plutôt contente, j'imagine. Ils ont à la fois participé et dénoncé, parce que les médias, c'est pas un bloc homogène. Hein. Bien sûr. Mais les médias, il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure et qui est très importante, c'est que les médias, qui restent importants en tout cas pour toute une catégorie de personnes, les médias ne se contentent pas de refléter le monde comme ils le prétendent, ils amplifient les stéréotypes. Et c'est ça qui est important à combattre, c'est cet effet d'amplification. Alors qu'ils ont cette prétention à juste rendre compte du monde avec ses inégalités. Mais le problème, c'est qu'ils les grossissent. Oui. Concernant les médias, est-ce que vous pensez justement que si on arrive à atteindre une certaine égalité par rapport à la manière dont ils présentent le monde, etc., ça pourrait se refléter dans notre société, puis qu'ils nous influencent, et puis peut-être aider à cette égalité, par exemple, simplement dans le langage ou en général? Je pense que ça peut y contribuer, oui. En tout cas, ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça influence les téléspectateurs et les auditeurs, je pense. Et que faire des métiers à connotation uniquement féminine comme sage-femme? Nous avons proposé sage-homme. Sage voulant dire savante et non pas sage. Hein. Donc, un sage-homme, c'est un homme savant. Ça ne choque pas. Mais alors là, on peut parler d'hiérarchie des mots. L'Académie française a refusé sage-homme et a proposé maïoticien. On se réfère tout de suite à la grande philosophie grecque, et puis les femmes, elles, sont des remèdes de bonnes femmes. Bonne femme, remède de bonne femme, c'était remède de femmes qui savaient, et c'est devenu un remède débile. D'autres interventions? Oui. C'est une question plus générale, mais est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'équivalent masculin pour mademoiselle? Il y en a eu, c'était Damoiseau. Il y en a eu pendant longtemps. Vous pouvez remercier Napoléon pour ça. C'est lui qui a inscrit dans la loi le fait qu'il fallait faire une distinction entre les femmes mariées et les femmes non mariées. Les femmes mariées, c'était pas touche, et les femmes non mariées, c'était on peut y aller. Voilà, la chasse est ouverte. Mais c'est quelque chose qui avait déjà commencé, puisqu'au XVIIe siècle, mademoiselle était réservée à la famille royale, hein, comme la grande mademoiselle. Donc c'était un titre de noblesse. Mais les bourgeois ont trouvé très intelligent d'employer mademoiselle au lieu de payer l'argent qu'ils devaient aux artisans. Et ça flattait beaucoup les artisans. Une autre question? Oui. Je regarde par rapport à la question des métiers, parce qu'on voit typiquement que dans les métiers aujourd'hui, il y a vraiment une connotation genrée, typiquement. Moi, ce que je vois, typiquement, on voit dans les métiers purement féminins, par exemple, puéricultrice, il y a un souci à ce niveau-là, même par rapport à nous les femmes, de garder ce rôle vis-à-vis des enfants, de voir par exemple un homme qui veut devenir puériculteur. Donc si je reviens à une question que quelqu'un avait posée par rapport au fait de dire, mais dans ce cas-là, ça vaudrait-il pas mieux de dire aussi que par exemple, homme uniquement, dans certains métiers, pour promouvoir davantage d'égalité, homme-femme, dans tous les aspects. Ouais, moi je vous réponds un petit peu de nouveau en prenant le chapeau expérimental ici, parce qu'on s'est beaucoup intéressé par rapport aux adolescentes et adolescents qui commençaient à réfléchir à ces métiers. Et une manière alors pour nous, c'était la manière de réduire ces stéréotypes.
alors, pour ne pas devoir avoir à dire les hommes uniquement, etc., de s'intéresser plutôt aux enfants au moment où ces enfants commencent à choisir ces métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants de 2 à 18 ans, je dis ça, mais de 2 à 100, mais ont des stéréotypes qui sont incroyablement forts. Et une des manières qu'on peut utiliser pour essayer de réduire ces stéréotypes, c'est justement de présenter les métiers sous forme mécanicienne et mécanicien. Et là, de nouveau, en mettant le féminin en premier, c'est intéressant ça. Et ce qu'on remarque, c'est que ces enfants, tout à coup, quand on leur demande, à votre avis, qui a le plus de chances de réussir dans ces métiers? Et c'est une question qui est importante, parce que psychologiquement, c'est une question qui va déterminer si l'enfant a envie, finalement, de commencer des études ou de s'imaginer, dans son identité, s'imaginer pouvoir faire ce métier-là. Et quand on présente sous forme bérée, alors nous on l'appelle bérée, mais sous forme de doublon, on remarque que les enfants, tout à coup, ça réduit leurs stéréotypes par rapport à ces métiers. Alors moi, j'aurais tendance à dire plutôt d'aller travailler plus tôt pour les habituer à ce doublon qui en fait, réduit également le stéréotype par rapport à ces métiers-là. Alors voilà, je pense que c'est peut-être plus constructif de travailler déjà à cet âge-là, le plus tôt possible en fait. Parce que ces enfants, c'est des enfants qui réfléchissent à ce que les enfants veulent faire. Jusqu'à 12 ans, on remarque qu'il y a peu finalement l'identité sociale n'est pas encore aussi forte qu'entre 12 et 16, et on remarque que les enfants peuvent tout faire, même s'ils ont beaucoup de stéréotypes encore, mais peuvent tout faire. Tout à coup, quand l'identité sociale arrive, l'enseignement secondaire est terrible dans ces stéréotypes, dans les mathématiques, dans ces rôles sexués, est terrible. Mais une des manières, c'est de parler en doublon à ces enfants. Y a-t-il une dernière intervention, peut-être? Oui. Moi, je me demandais si c'était vraiment possible, en fait, d'arriver à un langage qui soit égalitaire, sachant qu'on parle d'une langue qui est justement un peu dichotomique entre masculin et féminin. On a toujours, je sais pas, un ouvrier, une ouvrière. Est-ce qu'un jour, on pourra vraiment réussir à tous s'identifier sous le sigle, quand on parle d'ouvrière ou quand on dit étudiante, pouvoir tous s'identifier? Or qu'en fait, à la base, on a toujours été confronté à cette séparation des genres. Je parle de ça parce que moi, je parle le hongrois, qui est une langue qui n'a pas de genre. Donc, tout le monde apprend que, enfin, je sais pas, qu'on dit qu'il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, c'est le même mot pour les filles et les garçons, et puis il n'y a pas cette séparation dans la langue. Et puis, je sais pas comment dire, on la ressent jamais. Mais en français, on en arrive, puis il y a déjà cette séparation. Donc, est-ce qu'un jour, ce sera réellement possible, en fait, d'arriver à un langage épicène ou une égalité? Maintenant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. On va tous apprendre le hongrois. Mais je pense que c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que le fait d'avoir une marque grammaticale de genre nous pousse constamment à devoir activer le genre dans des situations où c'est pas du tout pertinent. En fait, il y a peu de situations où c'est pertinent, mais le fait d'avoir cette marque grammaticale nous pousse à constamment le faire. Et avec ma collègue norvégienne, on avait écrit un article pour justement dire que c'est un problème dans la construction d'identité. C'est que en étant constamment exposé à cette catégorie par le langage, ben finalement ça devient une catégorie pertinente dans sa construction identitaire. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est en soi le fait d'avoir cette catégorie est problématique de l'avoir dans le langage. Donc ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup aux 3 intervenants de ce soir, intervenantes et intervenants, d'avoir été présents. Et je vais laisser de nouveau la parole à l'association Epsilog pour conclure avant que nous passions à l'apéritif. Oui, bah justement, au nom d'Epsilog et d'Epsil, je tiens à remercier d'abord nos intervenantes et notre intervenant pour avoir amené ces différentes perspectives sur une thématique très complexe, vous l'avez compris ce soir. Et je vous remercie surtout, vous tous, d'avoir été présents et d'avoir participé à cette toute première conférence débat. Et donc, je vous invite à l'apéro qui est juste ici dehors. Donc, si vous voulez encore poser des questions et en discuter autour d'un verre,